La F Radio présente Your Life Matters, la nouvelle campagne de sensibilisation initiée par la Fondation Orient-Occident en collaboration avec OIM. Suivez-nous durant 11 jours pour décrypter les réalités de la migration irrégulière avec des spécialistes pertinents et des témoignages poignants. À la F Radio, chaque voix compte. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous, il est 15h passé de 56 minutes. Vous le savez, nous sommes dans la période des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est un événement international annuel qui a débuté depuis le 25 novembre dernier et qui va durer jusqu'au 10 décembre. On est encore dans le temps, heureusement. C'est donc l'occasion pour la campagne de sensibilisation Your Life Matters, pilotée donc par la Fondation Orient-Occident et destinée aux migrants irréguliers, à consacrer la journée d'aujourd'hui aux femmes migrantes principalement. Eh bien, il le fallait après avoir invité que des messieurs jusque-là. Aujourd'hui, nous recevons donc dans ce studio des femmes, mesdames et messieurs, pour nous raconter leur vécu, leurs difficultés du fait de leurs conditions de femmes, mais aussi des pistes de solutions, pourquoi pas, pour promouvoir une migration sûre pour elles. Et pour ce faire, j'ai avec moi dans ce studio Madame Yamta Hélène. Elle nous vient du Tchad, elle est ancienne lauréate du Maroc, syndicaliste au sein de l'ODTI Maroc en tant qu'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, où elle est d'ailleurs la secrétaire générale adjointe. Et ce n'est pas tout. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est aussi la présidente fondatrice de l'association La Voix des femmes, migrantes bien sûr, qui existe depuis 21 ans maintenant et qui est donc la toute première association de femmes migrantes au Maroc. Bonsoir Madame Yamta Hélène, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et à côté d'elle, on a aussi Fatoumata Keïta. Elle est aujourd'hui réfugiée. Elle a vécu la migration et elle va partager avec nous son histoire. Bonsoir Fatoumata. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, ma première question est destinée à Madame Yamta Hélène. Moi, j'ai envie de savoir, je disais tout à l'heure que vous avez quand même plus de 20 ans d'expérience dans le monde associatif. Comment s'est fait votre intégration dans le monde associatif en tant que femme? Comment vous avez réussi à vous affirmer et à vous imposer aujourd'hui? Merci beaucoup et je suis très ravie d'être avec vous. Partager. Partager mon expérience et surtout vous dire comment j'ai eu à m'intégrer et à m'imposer dans cette sphère de la migration, en tant que migrante aussi. Oui. Alors, je suis très contente pour que vous choisissiez ce sujet parce que ce sont des choses qui me taraudent dans l'esprit. La migration, c'est quelque chose que je peux dire, la migration féminine, c'est quelque chose de très, très spécial. Et elle a un contexte plus particulier que d'autres migrations. Déjà, une femme, c'est un sexe faible. Donc, déjà, quand une femme prend la route, pour une responsabilité qu'elle n'a jamais connue peut-être, surtout à l'extérieur, elle prend cette route, c'est pas facile. Donc, les enjeux commencent déjà à travers son parcours, c'est-à-dire sur son parcours. C'est pas facile, vu qu'elle n'arrive pas à se défendre, donc elle est vulnérable. Elle est vulnérable. Donc, il y a une question déjà de vulnérabilité que toute femme doit savoir que c'est pas facile d'aller dans un pays tierce et sans un secours et sans une garantie. Donc, moi, je dirais, les femmes, avant de dire quoi que ce soit, normalement, je devais demander qu'on observe 1 minute de silence pour rendre hommage à ces femmes qui endurent de tout le sens. Il n'y a pas de souci, on va observer 1 minute de silence. Donc, je vous demande d'observer 1 minute de silence pour rendre hommage à ces femmes, que je ne dirais pas que c'est la vulnérabilité, mais c'est au-delà. C'est parti, Madame Hélène, on va observer 1 minute de silence, donc à l'honneur de toutes ces femmes battantes. Merci beaucoup. Merci, allez-y, continuez. Mes hommages, vous les femmes, subsahariennes surtout, et migrantes. Et la migration, franchement, quand on vient dans un pays et qu'on n'est pas régulière, ça n'est autre chose.
on est exposé à tous les dangers. Oui, mais avant de parler des dangers, surtout, Madame Hélène, vous, en tant que femme, on sait que le monde associatif, il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Mais aujourd'hui, vous avez su vous imposer, vous êtes quand même présidente fondatrice d'une association qui a quand même 21 ans. Comment ça s'est passé? Est-ce que les hommes ont facilité la tâche? Est-ce que vous avez dû vous battre plus? Comment ça s'est passé en tant que femme pour vous? Ça, c'est... Franchement, les questions me manquent pour répondre. C'est-à-dire, j'ai été femme-homme. Parce que déjà, j'ai senti que je suis étrangère dans un pays qui n'est pas le mien. Donc, il fallait m'imposer. Et comment? Et en m'imposant, j'ai vu que je ne pouvais pas m'intégrer. Alors, il fallait sortir mes griffes déjà à l'université et à la cité Agdal où je résidais. Puisqu'on ne se voyait pas, on se voyait comme des chiens de faïence avec les hommes. Et pire encore, avec mes confrères marocains. Donc, j'ai dit, il faut prendre mon bâton de pèlerinage pour militer et revendiquer ce qui est de mes droits. Donc, les hommes, quand j'ai commencé à m'intégrer, d'abord, j'ai commencé à lutter à la maison. J'avais eu tous les problèmes, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des hommes. C'est-à-dire, je ne me voyais pas, franchement, m'en sortir. Mais j'ai dit non. Vouloir, c'est pouvoir. Il faut aller. Il faut la... Et vous avez réussi J'ai réussi. Au début, je n'ai pas écarté. Je militais pour les enfants, pour tout le monde. Hein. Tout c'est que... Parce que je revendiquais les droits fondamentaux de tout ce monde. Oui, mais arrivé à un certain temps, il faut scinder les choses. Il faut prendre le sort de la femme qui est une personne vulnérable, c'est-à-dire cette catégorie dans cette sphère migratoire. Donc c'est comme ça que je me suis imposée. En voyant mon exemple, il fallait aussi être la voix des autres, si c'est possible. Et voilà, aujourd'hui, je remercie infiniment le Maroc qui a fait de moi cette femme qui est devant vous. D'accord. Sur tout le plan. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de migration de femmes et migration. On sent tout de suite qu'il y a une certaine différence entre migration des hommes, migration des femmes. En quoi, vous, en tant que leader associative, voyez-vous cette différence-là? La différence est là. Et elle est énorme. Parce que les hommes, ils peuvent s'en sortir. Mais la femme, elle ne peut pas s'en sortir. Elle est déjà quelqu'un de tendresse. Donc, elle ne peut pas faire face à certaines violences. Elle se sent faible déjà à l'avance, quand elle est devant les faits. Donc, la migration masculine, je peux dire qu'elle est un peu assujettie à leur force de s'imposer. Si on prend un exemple terre à terre, madame, quand les femmes arrivent et qu'on veut les attaquer, elles sont déjà affaiblies par une force étrangère qui est en train de venir vers elles. Donc, il y a cette faiblesse sur le plan psychologique et sur le plan même physique. Et déjà même, elles endurent certaines choses pour arriver à leur subsistance quotidienne. Oui, justement, donc, on va en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus quand même soutenu la féminisation de la migration. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les femmes à migrer autant? Autrement dit, quelles sont les causes de cette migration soutenue des femmes? Il y a plusieurs causes. Hein. Les causes sont diversifiées, si je peux dire. Hein. Parce qu'il y a des fois où la pauvreté est la cause fondamentale. La non-participation à la démocratie. Il y a des femmes aujourd'hui, c'est la modernisation. Hein, donc, il y a des femmes, comme on dit, il y a plusieurs types de migration. Oui. Économique, quelquefois politique, il y a plusieurs causes. Donc, moi, je peux dire que les causes, on ne peut pas en déterminer. C'est plutôt, il faut chercher maintenant comment résoudre
Mais les causes, il y en a plusieurs. Il y a d'autres qui sont influencés parce que j'ai vu l'autre venir avec une voiture. Je veux aussi aider les parents. Donc, comme je le disais, les causes, on ne peut pas en déterminer. Ça dépend de tout un chacun. Chacune prend ses cornes sur la tête et s'en va. Voilà. D'accord. Alors à présent, je vais me tourner vers Madame Keita Fatoumata. Dites-nous déjà depuis combien de temps vous êtes au Maroc et comment êtes-vous venue ici? Bon, je remercie bon Dieu avant de commencer les paroles. D'accord. Vraiment, merci beaucoup de votre question. Bon, je suis là depuis 2014. Oui. 2014. Et comment êtes-vous arrivée au Maroc? Bon, je suis arrivée au Maroc, c'est pas parce que je souhaite de sortir, c'est la situation qui m'a fait pousser de venir au Maroc. Vous savez, chez nous, bon, on a des mentalités anciennes, on ne veut pas se libérer dans ça. Donc, à chaque fois, c'est les femmes qui prennent toujours les pots cassés. Donc, c'est là, ça va nous pousser de faire quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas souhaité à faire. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai quitté au pays de venir ici pour me chercher avec les enfants. Avec les enfants, et vous en avez 3, c'est ça? Oui. Et donc, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, c'est la société, en quelque sorte, qui vous a poussé à migrer, c'est ça? Oui. Alors, à présent, racontez-nous votre parcours. Comment ça s'est passé exactement du Mali jusqu'au Maroc? Bon, quand même, je suis venue directement par vol. Bon, j'ai quitté au pays pour venir ici. C'est à cause des héritages. Vous voyez, donc à cause des héritages, mariage et avec les religions, tout ça là, donc j'ai pas voulu changer ma religion, donc ça crée les violences, ça crée beaucoup de choses. Donc je vois que au pays, je ne suis pas en sécurité. Donc, j'ai essayé de venir ici au Maroc pour me chercher. D'accord. Merci beaucoup. Alors, du coup, Madame Hélène, quand les femmes décident de migrer, vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes sont très vulnérables. Alors, quels sont les risques auxquels elles sont exposées en tant que femmes? Déjà, les hommes ont beaucoup de problèmes. Alors, en tant que femme, quels sont les risques auxquels on peut être Les risques sont énormes. Si on prend déjà un exemple terre à terre, elles sont exploitées. Toutes ces femmes qui viennent irrégulièrement n'ont pas un travail décent. Elles sont là dans les travaux ménagers, c'est-à-dire dans les travaux domestiques, où elles sont exposées à tout risque. Aujourd'hui, je prends un exemple terre à terre, avec le commerce informel qu'elles sont dedans. Vu leur statut, elles n'arrivent pas à être visibles. Elles sont là et voilà que la saison de pluie est là. Comment elles vont faire pour leur vie quotidienne? Et pire encore, avec des enfants qu'il y a des fois, ils ne connaissent même pas les papas de ces enfants. Excusez-moi le terme. Oui. C'est-à-dire, un lambda vient, il te trompe, que voilà, je vais te faire partir de l'autre côté, etc. Donc, c'est l'exploitation. Et voire même la traite humaine est au-dessus du tout. Parce qu'on les exploite sur tous les sens. Sur le sens financier, qu'on prend leur argent, et sur le sens même sexuel. Ouais. Donc, elles sont sur tous les plats des risques. Alors, celles qui sont irrégulières. Oui, surtout, parce que c'est surtout celle-ci qui nous intéresse durant cette campagne. Parlant d'exploitation sexuelle, comment les femmes font? Alors, quand elles se retrouvent enceintes, par exemple, ne connaissant pas forcément où est parti le père de l'enfant, comment ils arrivent à survivre? Déjà, tout seul, en situation de migration, c'est compliqué. Alors, avec une grossesse ou un enfant, c'est encore plus dur. Comment ils survivent dans ce cas? Et leur survie est un peu compliquée. Soit elles s'adonnent à tout, à la mendicité qui est là. Elles s'adonnent aux travaux domestiques, vu que son statut ne lui permet pas de plainter devant les juridictions. Elle est obligée de se soumettre à tout. Et celles qui n'ont jamais été à l'école, alors imaginez un peu leur sort.
Tu n'arrives ni à lire ni à écrire. Donc, le monsieur peut te donner un nom ou une nationalité X et après, il s'en va. Alors, comment tu vas te retrouver? Tu vas aller plainter sur un X inconnu. Donc, ce sont des cas très, très graves. Moi, j'ai eu affaire à plusieurs femmes. Je prends un exemple terre à terre, anonymat. Mais l'enfant, ne connaissant pas son papa, tout le monde est papa. Alors, imaginez un peu. Ça traumatise déjà l'enfant. Effectivement. Il y a des grossesses indésirées. Tu vas plainter où? Vu que tu es dans une situation irrégulière. Tu vas plainter où? Chez qui? Et ce sont des filles déjà même, entre elles-mêmes, elles s'exploitent. Celles qui n'ont pas de séjour, même s'exploitent. C'est-à-dire, comment ça marche, cette exploitation? Parce qu'on n'en avait pas parlé. Ça, franchement, c'est une longue histoire. On fera une émission dessus très prochainement parce que c'est une très longue histoire aussi. D'accord. Je vais juste revenir vers Madame Fatoumata. Est-ce que, depuis que vous êtes arrivée au Maroc, en tant que femme, vous avez eu à vivre des difficultés? Oui. Racontez-nous un peu. Bon, dès que je suis venue au Maroc, je fais le travail domestique. Je cuisine, je garde les enfants et je fais les ménages. Donc, dans ça, bon, j'essaie d'économiser mon salaire donc, pour faire venir mes enfants. Donc, ma patronne m'a promis si je serai quelqu'un qui est bien, donc si mes enfants sont venus, il va m'aider de faire rentrer. On va rester ensemble. Je travaille toujours avec elle. Donc, j'ai accepté, j'ai économisé mon argent. Il me paye 1000 dirhams, mais j'ai fait toutes sortes de travail. Pour que Seulement les enfants, 1000 dirhams par mois. 1000 dirhams par mois. Pour que les enfants puissent venir. Donc, je travaille. Bon, je vois qu'il ne veut pas faire venir mes enfants. Même si tu es malade, c'est un problème pour t'amener à l'hôpital. Donc, vraiment, je vois que maintenant, mais les enfants peuvent venir. J'ai réclamé ça. Donc, c'est grâce à son mari, il a fait venir mes enfants. Une semaine seulement, il m'a dit vraiment désolé, vous ne pouvez pas rester ici parce que l'éducation de tes enfants avec l'éducation de mes enfants, c'est pareil. Donc, il m'a mis à la porte. Sans préavis ou ils vous ont prévenu? Ni rien. Il m'a mis à la porte. Donc, j'ai essayé de chercher du travail. Tous les travaux, ils demandaient, il faut dormir là-bas. Mais avec les enfants, je vais dormir comment? Donc, ils sont refusés de m'accueillir. Donc, jusqu'à je suis partie au HR pour refuser. J'ai expliqué ma situation. Grâce à eux, quand même, ils m'ont accepté. Donc, je suis avec leur grâce maintenant. D'accord. Et est-ce que vous avez eu à subir d'autres violences Bien sûr. Puis parce que vous étiez une femme, est-ce que vous avez eu à vivre d'autres violences? Bien sûr, par rapport, je cherchais du travail, les gens qui aidaient, qui voulaient m'aider. Donc, il m'a dit, je peux lui rencontrer à un dans ce moment, je suis à Youssoufia. Donc, je voulais partir au pied, j'avais rien avec moi. Donc, j'ai vu nos frères là dans les voitures. J'ai dit, peut-être lui, il peut m'aider de me poser gratuit. Donc, je ne savais pas qu'ils sont... Voilà. Ils ne sont pas de bonne foi. Voilà. Donc, c'est de là que je suis rentrée. Je savais. Donc, j'ai suivi la violence. Bon, j'ai expliqué la situation à HR. Grâce à eux, quand même, ils m'ont aidé vraiment. D'accord. Ouais. Et quel a été l'impact de tout ça sur votre mental, votre morale? Comment vous vous sentez après une violence juste parce que vous êtes une femme? Parce que je n'ai pas d'autre choix. Si j'avais des choix, je ne vais pas venir ici jusqu'à arriver en violence. Même maintenant, on est dans les mêmes cas. Par exemple, si moi j'ai besoin, je cherche du travail. Si j'ai besoin du travail, c'est les mêmes frères qui cherchent du travail pour nous. Donc, ils peuvent te demander, bon, moi je vais te donner du travail. Tu me payes 500 dirhams. Si tu n'as pas 500 dirhams, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas... Si ils t'ont proposé quelque chose, c'est pas
votre choix. Tu Oui, es donc vous vous obligé sentez un d'accepter. peu discriminé, marginalisé. Vous, en tant que syndicaliste, vous êtes aussi de l'ODTI, Madame Hélène. Que pensez-vous de cette situation-là? La dernière fois, je parlais avec Monsieur Franck par rapport surtout au salaire. Les gens sont payés avec un salaire qui est en dessous du SMIC. Très bien. Qu'en pensez-vous surtout par rapport aux femmes? Les femmes, il faut continuer à faire la sensibilisation pour pouvoir essayer de remédier à certaines choses. Parce qu'on est en train de voir que les femmes sont dans une situation franchement très vulnérable et presque non maîtrisable. Donc, nous, on est toujours... La lutte continue. La lutte continue. Justement, au sein de votre association, quelles sont les actions que vous menez particulièrement Voix des femmes, donc c'est une association entièrement dédiée aux femmes. Quelles sont les actions, les activités que vous menez pour ces femmes-là? Parce que, par exemple, elle a parlé de violence. J'imagine qu'elles ont des besoins de psychologues, elles ont besoin d'aller voir le médecin, elles ont besoin d'être réparées économiquement, etc. Qu'est-ce que vous faites en termes d'action? En termes d'action, nous, on n'a pas de psychologues, mais on les oriente plutôt. On les oriente vers les associations qui disposent des sociologues au sein de leurs associations. Mm-hmm. Par exemple, actuellement, on a tellement de partenaires, quelquefois on les oriente vers vous ici, à la Fondation, à MS2, à plusieurs associations qui ont des sociologues. Mais s'il faut revenir dessus, il y a deux fois où ces filles ne veulent pas partager aussi leurs difficultés, c'est-à-dire les expériences. Donc, elles emmagasinent et sur le plan psychologique, elles se font des maladies psychiques. Ouais. Donc là, on ne s'en sort pas. Et ça les décourage plus, si bien qu'elles préfèrent prendre la route et aller prendre le bateau et chercher leur vie ailleurs. Là, on est là et comme je vous ai dit, la lutte continue et voilà. D'accord. Et avec le Covid-19, est-ce que vous avez eu des cas beaucoup plus peut-être critiques que d'habitude concernant les femmes particulièrement? Elles sont je peux dire qu'il y a des fois où, comme je viens de le dire, elles ne veulent pas exposer, mais elles ont contaminé la maladie. Sauf que, il n'y a pas longtemps, j'ai enterré une, ici à Pax même. Wow. Voilà. Donc, elle, d'après son voisin, elle était malade, mais elle ne voulait pas en parler autour. Parce que pour elle, avoir le Covid, c'est être exposé et être mal vu devant les gens. Discriminé. Et pire encore, quand elles vont à l'hôpital, selon elles, selon les témoignages, quand elles vont à l'hôpital, c'est encore un autre problème, un autre débat. Si, franchement, tu es irrégulier... Donc, les femmes n'ont pas accès aux soins? Non, il y a les soins de première classe, ça, régulière ou irrégulière, la santé est là. C'est-à-dire, accès à la santé est là, l'accès même à l'éducation est là. Mais sauf que c'est quelque chose qui est dans la tête, la peur. Il faut sensibiliser plus le staff médical. Quand tu pars, de nos jours, on te demande si tu as le Covid. Donc, automatiquement, je sens déjà que je suis discriminée. Il y a des gens qui ne veulent pas des questions pareilles. Oui. Donc là, la sensibilisation doit venir plus du staff médical pour ne pas poser certaines questions banales qui indisposent les bénéficiaires. Et le Covid est là. Mais la sensibilisation, comment faire pour couvrir cet événement? On n'a pas le moyen. Donc, c'est aux ONG de nous doter des moyens pour pouvoir aller sur le terrain. Et malgré qu'il y a des risques, mais on peut faire des spots, des petits groupes pour que les autres se débouchent à oreille. Alors, ça, c'est un appel que je demande à certaines ONG pour la sensibilisation afin qu'ils aillent prendre le vaccin. Oui, que ces femmes plutôt aillent prendre le vaccin. Ça, c'est un appel. C'est parmi mes recommandations. Donc, elles sont là, elles sont infectées, certaines sont infectées, mais il y a des fois où elles-mêmes
font leurs petits trucs à la maison, voilà, généralement. Et Sans après, aller consulter forcément. voilà, sont pharmaciennes, elles sont médecins elles-mêmes, et puis elles s'en sortent. Oui, ils parlent pas parce qu'elles ont peur justement d'aller à l'hôpital et se faire démasquer du fait de leur irrégularité. Merci. Alors vous, Madame Keita, votre vie durant la pandémie, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu de l'aide? Est-ce que quelque chose vous a soulagé? Comment ça s'est passé? Non, pas. Dans Covid, moi, j'ai pas reçu l'aide. Ni du J'ai HCR, ni demandé- de l'OIM? Non, pour HCR, chaque fois, il paie chaque fin de mois. Mais est-ce à que c'est part suffisant? ça, bon, vraiment, moi, quand même, je peux dire, alhamdoulilah, c'est mieux de rien. Parce que comment ça peut t'aider de payer la maison? Mais le reste, là, tu vas te débrouiller avec. Donc, pendant la Covid, souvent, si je venais pour demander si je trouvais la bonne ici à la fondation, ils me donnent. Souvent, s'il n'y a pas de moyens, les gens ont fait taper cela pour gagner nos vies. Vous voyez? Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, avec tout ce que vous avez eu à vivre depuis que vous êtes au Maroc, même si vous êtes quand même venu par vol, si c'était à refaire tout ce parcours-là en tant que femme, en tant que mère aussi, est-ce que vous referiez le même trajet? Madame, si la situation nous a poussés, on n'a pas d'autre choix. Sinon, on n'est pas souhaite de quitter notre famille. Ouais. Nos mamans est là, nos papas, notre famille est là. Personne n'a souhaité de quitter, de venir ailleurs. Oui, alors dernière question pour vous, Madame Keita. Oui. Vous avez peut-être des sœurs, des amis ou en tout cas d'autres femmes qui sont dans d'autres pays subsahariens et qui envisagent aussi faire le même trajet, d'autres pas par le vol mais par la route. Quel conseil donneriez-vous à ces gens-là? Que diriez-vous à par exemple une femme qui vous appelle et vous dit tiens, je veux venir moi aussi? Si effectivement les gens me disent ah Fatih, je voulais venir au Maroc, aide-moi. J'ai dit, moi je ne peux pas aider les gens pour venir ici. Comment tu as rien, tu as ta famille te regarder, ils connaissent ton souffrance. Mais ici, c'est pas ça. C'est comme si tu es dans l'eau. C'est toi, ton force peut t'aider d'en sortir ou bien tu vas rester. En tout cas, de venir dans les pays étrangers, si ce n'est pas les migrants, même eux-mêmes, ils ont souhaité de sortir, de se chercher. Je n'ai pas dit ça, mais à cause de notre mentalité qu'on ne veut pas changer, je veux dire qu'à part ça, je veux dire qu'il faut rester. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous d'avoir Non, répondu pas à de nos quoi. questions. Alors, avec vous, Madame Hélène, aujourd'hui, quel conseil ou bien quelle recommandation proposeriez-vous pour lutter contre la migration irrégulière des femmes, vu les risques auxquels elles sont quand même confrontées? On commence d'abord par la responsabilité partagée. Exactement, oui, Voilà. allez-y. Il faut que les États prennent aussi leurs responsabilités. La femme, déjà, c'est un gage de développement. La femme doit être prise comme un œuf. Mais déjà, au pays de départ, il y a cette négligence de la part de nos gouvernants. Donc, je dirais, pour trouver des solutions, il faut qu'on se mette sur la table avec ces gouvernants pour leur dire comment les femmes en migration souffrent. Et apparemment, on peut dire que la responsabilité familiale même repose plus sur les femmes. Donc, il faut que les gens essayent de trouver des solutions. Parce qu'on est en train de perdre beaucoup ces femmes, acculturées, exposées à beaucoup de risques. Je ne demanderai à aucune femme de prendre la route sur la migration. Étant donné même celles qui viennent régulièrement pour les études même, leur sort est à plaindre. Aujourd'hui, je gère toutes les femmes, hein. Que ce soit celles qui sont régulières, que ce soit... Mais on partage les mêmes problèmes. Elles sont là, pas de bourse, elles sont obligées de vendre le corps
et exposées à beaucoup de choses. Elles sont là, elles redeviennent aussi irrégulières, donc elles sont dans des travaux domestiques. Elles essayent aussi de voir ces problèmes de traite humaine qu'elles traversent. À l'heure où je vous parle, on a des corps qu'on n'a pas trouvé, des femmes, avec le naufrage qui a eu lieu. Donc, c'est des choses que je ne demanderai à aucune femme. Là, la mobilité est permise, mais moi, je m'oppose. Il y a tout dans nos pays. Il y a tout. Se prendre en coopérative. On a des richesses énormes. On peut s'entendre et créer des activités génératrices de revenus en coopérative. Exploiter nos ressources. Mais il y a l'influence qui est là. Je vais aller aussi découvrir. Tu ne peux pas dire non à quelqu'un. Mais la solution, c'est de rester ensemble avec ces gouvernants et voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour pallier à cette crise. Donc, la sensibilisation que je pourrais demander à toutes ces femmes, s'il vous plaît, écoutez-moi de par le monde, l'Afrique subsaharienne, que ce soit même toute l'Afrique. L'Afrique est gorgée de richesses. Essayons de se tendre les mains et valorisons-nous. Femmes, vous êtes capables, vous êtes valeureuses. Et pire encore, faisons la promotion de cette problématique, idéologie d'aller de l'autre côté et faire. L'Europe même n'est pas facile, hein, donc ne vous détrompez-vous et restons. Faisons de notre Afrique une Afrique digne et une Afrique capable. Faisons, s'il vous plaît les femmes, je vous demande d'être sereines dans cette idée de quitter vos pays sans garantie et venir rester irrégulièrement dans une société qui n'est pas... Vous n'êtes pas du tout de la même culture. Donc il y a déjà un problème de culture qui embrasse d'autres idées. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Madame Hélène. C'était vraiment très intéressant de vous écouter. Et j'espère que les femmes vont entendre et comprendre surtout ce que vous venez de dire. Dernière question, si vous avez un dernier mot à placer à l'endroit de nos auditeurs pour qu'on puisse clôturer l'émission. On a quand même fait 32 minutes. Très bien. Alors, je dirais, je vous remercie beaucoup et j'aimerais que ces débats, puissent avoir lieu plusieurs fois. Et je suis très contente d'appeler une bénéficiaire qui vit la situation en direct. Voilà. Donc, moi, je dirais que ce sont des émissions participatives et enrichissantes. Effectivement. Voilà. Et je remercie beaucoup l'OIM et aussi la fondation que j'ai eu c'est pas aujourd'hui que je suis à la fondation, c'est depuis 2007. Ça fait longtemps. Que je suis dans cette fondation. Et les femmes, je vous dis toujours bravo, mais soyez aussi pragmatiques dans votre situation. C'est-à-dire, n'incitez pas les autres à prendre la route, comme je vois certaines. Envoyez chercher les autres, mais là, c'est envoyer quelqu'un en prison directe. Et ce n'est pas seulement le Maroc, c'est partout. La migration irrégulière, c'est un phénomène un peu critique. Donc, c'est un message, ce n'est pas seulement le Maroc. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'avoir répondu à mes questions. C'était très, très enrichissant. On a appris avec vous. Et si on peut retenir quelque chose de cette discussion, c'est qu'effectivement, la migration irrégulière des femmes n'est pas sans conséquences. Il faut donc se référer aux associations militantes si vous êtes déjà en situation de migration ou alors tout simplement se renseigner davantage sur les réalités du parcours avant de l'envisager. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement avec une autre thématique et d'autres invités. À bientôt.